Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le podcast qui vise à amener au micro des gens que je juge intéressants. On essaie de se tromper le moins souvent possible. Aujourd'hui, je pense que le sujet et l'intervenant sont supérieurs. Nous allons parler de l'intelligence artificielle avec l'un des meilleurs vulgarisateurs dans le monde. Il est professeur émérite à l'École de Polytechnique fédérale de Lausanne, spécialisé en traitement multimédia et en intelligence artificielle. On le rejoint donc en Suisse aujourd'hui. Bonjour, Touraj Ebrahimi. Comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Parent. Tout va très bien, merci. Professeur Ebrahimi, on a un gros sujet. Bien qu'on entende régulièrement parler de l'intelligence artificielle, je crois qu'en présence d'un expert scientifique comme vous, ce serait peut-être fort pertinent de commencer par très bien définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. C'est vraiment la meilleure façon de commencer, parce que là où il y a souvent des malentendus et des problèmes, c'est dans la définition. Et là, l'intelligence artificielle ne fait pas exception. Vous savez, l'intelligence artificielle a l'air d'être un concept nouveau, mais ça ne l'est pas. On peut trouver des traces de l'intelligence artificielle, pas en utilisant forcément les mêmes mots, pas en utilisant forcément les mêmes vocabulaires, même dans la Grèce ancienne, en Inde, et vraiment dans l'ancien monde. Là, les êtres humains, les philosophes surtout, essayaient de comprendre quel est le mécanisme de la pensée, et quel est vraiment le mécanisme qui amène les gens à faire des déductions logiques, et on pourrait dire même la base de la philosophie quelque part est liée à ce genre de réflexion. Et puis, si on fait un retour rapide, un peu plus près de nous, la première fois que l'intelligence artificielle a été utilisée, c'était dans les années 50. Il y a un bonhomme qui a décidé d'organiser une conférence pour discuter comment est-ce que les machines pourraient imiter l'intelligence de l'homme et quelles sont les tâches qui peuvent être effectuées par les machines. Donc, de nouveau, on retourne vers les considérations assez philosophiques, assez anciennes. Alors, pour comprendre comment est-ce qu'on peut imiter l'homme, il faut un peu comprendre quel est le mécanisme de la pensée et la déduction logique de l'homme. Et il a utilisé, tant bien que mal, le mot intelligence artificielle. Mais la vérité, c'est que on ne pouvait pas faire pire. Parce que quand on parle de l'intelligence chez l'homme et quand on parle de l'intelligence chez la machine, on ne parle pas de la même chose. La machine, c'est un appareil qui est un automate et qui essaye de faire un certain nombre de tâches qu'on lui confie. Et maintenant, on peut imiter plus ou moins comment est-ce que dans la nature, surtout les organismes, les entités les plus intelligentes dans le monde peuvent le faire, et puis essayer de faire imiter et faire à la machine la même chose. Mais quand on parle de l'intelligence chez l'homme, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est pas seulement l'exécution des tâches, il y a une composante, il y a une dimension émotionnelle qui s'en mêle, et il y a beaucoup de créativité, et puis on n'a pas vraiment une idée, même depuis des millénaires, on essaye de trouver d'où vient la créativité, l'esprit créatif de l'homme. On n'a pas vraiment une réponse convaincante, en tout cas pas une réponse scientifique qui peut permettre à des machines de faire une imitation parfaite. Et c'est là le problème. Donc, si je dois vous donner une définition simple de ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, la plupart du temps, quand on dit l'intelligence artificielle, on parle de la capacité des machines d'imiter et de faire les mêmes tâches
cognitif que les êtres humains sont capables de faire et que ça a été toujours très difficile pour les machines ou même les animaux de faire. Donc, Et, Donc, dans le fond, c'est une question. Bon, on le fait, on imite, mais on le fait beaucoup plus rapidement. Ce qui nous impressionne, professeur Ebrahimi, c'est la rapidité avec laquelle les réponses, quand par exemple, on va dans des chats GPT ou autres, la réponse qui arrive d'une façon extrêmement rapide. oui, bon, c'est vraiment la nature de la machine, n'est-ce pas? Mm-hmm. Les électrons bougent à la vitesse de la lumière, mais les entités, en fait, l'information ne bouge pas à la même vitesse dans les neurones de réseau euh, de neurones qui constituent notre cerveau. Alors, il y a une différence de vitesse, mais c'est pas seulement ça qui fascine. Vous savez, ce qui fascine probablement le plus, c'est qu'il y a un perroquet, on a construit un perroquet qui arrive à imiter assez bien ce qu'un être humain fait, et ça fascine. Vous savez, Oui. les enfants, quand nos enfants à l'âge d'un an ou deux commencent à parler, commencent à dire des choses et tout, ça nous fascine. Quand un perroquet ou quand on arrive à faire imiter à un animal domestique, à son chien, son chat, etc., une tâche, ça nous fascine. Parce que là, c'est quelque part, au fond, c'est la même fascination qu'on voit dans l'intelligence artificielle. Évidemment, là, on peut faire beaucoup plus à ces machines. Oui, je comprends. Et évidemment, ça va au-delà de l'aspect uniquement ludique que dans les exemples que je vous ai donnés. Dites-moi, on a souvent vu dans l'histoire, professeur, que toute avancée technologique, tout progrès commence d'abord par nous effrayer, nous faire peur. Est-ce que c'est pareil pour l'intelligence artificielle? Oui, évidemment. L'intelligence artificielle, comme toute technologie, n'est pas une exception. Vous savez, l'inconnu, on dit, fait peur. Oui. Alors, c'est peut-être un peu dans la nature humaine. C'est comme ça, peut-être, qu'on survit, parce qu'on essaie d'éviter les endroits inconnus et les choses inconnues. Alors, c'est peut-être c'est à cause de ça. C'est pas forcément un défaut. Des fois, ça peut être un avantage. Mais c'est pas la première fois qu'une nouvelle technologie fait peur. Vous savez, quand les trains ont commencé à avoir le jour, les trains avec les vapeurs et tout ça, Mm-hmm. on commence à voir le jour. Il y avait des articles de journaux très sérieux qui disaient que l'homme et le métabolisme des humains n'est pas fait pour aller plus vite que 50 km par heure. Et que si on commençait à aller plus vite, il allait y avoir toutes sortes de dégâts dans le corps, l'esprit, etc. Et qu'il fallait éviter aller chercher à aller plus vite qu'un chariot qui est tiré par des chevaux. Donc c'est un peu la même chose. Maintenant, malheureusement, Hollywood nous a pas aidé parce que beaucoup de films hollywoodiens, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est toujours quelqu'un qui est en train d'esclaver quelqu'un d'autre et que les êtres humains deviennent des objets de deuxième zone qu'il faut mettre dans les eaux ou bien qui vont servir les machines les plus intelligentes et on deviendra les animaux domestiques des machines intelligentes. Ça nous a pas aidé malheureusement. Dites-moi, professeur, pour mieux comprendre la bête qu'est l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut essayer de définir ses limites actuelles en termes de création, d'innovation et d'avancées nouvelles? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire? On ne sait pas exactement, mais qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Alors, une chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est une véritable émotion, qui est vraiment à la source de beaucoup de créativité. Mm-hmm. On connaît les histoires des artistes, des scientifiques, des mathématiciens, que vraiment c'est là, quelque part, par un processus qui inclut aussi l'émotion, qui ont réussi à faire quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire. Alors, une machine,
et l'intelligence artificielle le fait assez bien maintenant, c'est imiter les interactions humaines. Et c'est ça qui fascine aussi. Vous avez parlé de la fascination. Et on peut finalement parler des machines de la même façon qu'on parle à un autre humain. On peut interagir, on peut lui faire faire des choses. Et la machine répond. Alors tout ça, les machines font très bien, mais c'est derrière cette façade, il n'y a que des algorithmes, il n'y a que des apprentissages et qui n'ont pas une vraie conception des choses comme les êtres humains l'ont. Oui, on arrive à imiter l'émotion. À la limite, on arrive à conduire à travers l'intelligence artificielle et créer des émotions chez les êtres humains, mais une machine n'a pas d'émotion au fond. Et c'est ça qui nous différencie pour l'instant de l'intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, c'est uniquement un outil ou c'est plus que ça? Écoutez, c'est clair. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, dans le paradigme actuel, n'est qu'un outil. C'est un outil très sophistiqué, mais ça reste encore un outil. Il ne faut pas oublier que dans le paradigme actuel, on peut en parler, et l'intelligence artificielle, c'est un outil qui a besoin de l'homme. Ça, c'est peut-être une des définitions de qu'est-ce que c'est qu'un outil. Un outil a besoin d'un opérateur. Sinon, l'outil ne peut pas faire tout seul de A à Z parfaitement et prendre toutes les décisions. Oui. Et c'est actuellement, le paradigme actuel de l'intelligence artificielle a besoin de l'homme, a besoin des données pour apprendre et ces données viennent des êtres humains et les corrections aussi, si l'apprentissage n'est pas bon, viennent aussi de l'être humain. On dit souvent qu'il faut nourrir la machine. C'est un peu ça, dans le fond, nourrir la machine, nourrir la bête. C'est d'interagir, supposer des choses, questionner, réparer, réajuster. Dans le fond, c'est comme ça que, par exemple, les ChatGPT ou autres définitions réussissent à être de plus en plus précis et efficaces. Exactement, tout à fait. Donc vous avez vraiment bien résumé la machine, il faut la nourrir et pour l'instant c'est l'homme, c'est les données qui sont fournies par l'homme qui font le boulot. Dites-moi, professeur, est-ce qu'on pourrait changer la définition d'intelligence artificielle présentement et plutôt parler de connaissance augmentée? Oui, j'aurais bien aimé qu'il y a 60 ans, quand le monsieur, le bonhomme qui a lancé ce mot, il avait utilisé le même terminologie que vous. Oui, c'est quelque part, on est en train d'utiliser des machines pour nous aider pour nous augmenter nos connaissances et nos activités et nos capacités cognitives. Et je crois que j'ai bien ce mot. Dites-moi, professeur Ebrahimi, souvent on dit qu'on apprend, il faut savoir d'où on vient. Est-ce que l'histoire des inventions modernes qu'on a eu la chance de connaître, là, je parle pour moi, mais pour d'autres aussi qui nous entendent, exemple les calculatrices, les ordinateurs, les portables, est-ce que tout ça devrait nous éclairer afin d'accueillir plus favorablement finalement les innovations comme ChatGPT et l'intelligence artificielle? Oui, l'histoire est toujours là pour... vous savez, on dit l'histoire ne se répète jamais, mais quand même, ça va nous apprendre des choses. Et vous parlez de la calculatrice, j'ai une anecdote à vous raconter, Oui. Et qui revient maintenant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent les ChatGPT et autres, tous ces outils basés sur l'intelligence artificielle rendent les gens paresseux. Donc on demande à la machine de faire la plupart du travail, et puis que surtout les plus jeunes à l'école ne vont jamais plus rien apprendre, ils vont devenir tous des idiots. Moi, je me souviens quand j'avais 9 ans ou 10 ans, Oui. C'était l'époque où les calculatrices sont devenues assez bon marché pour pouvoir en acheter. Donc, j'ai supplié à mes parents, quand j'avais 9-10 ans, de m'acheter une calculatrice.
Mes parents, pendant 1 an ou 2, ont refusé de le faire. Et la raison pour laquelle mes parents ne voulaient pas, comme beaucoup de gens à l'époque, c'était que j'étais peut-être pas encore au point pour faire des calculs, des additions, des soustractions, des racines carrées et autres. Et il y avait cette peur que si j'avais une calculatrice, je pouvais demander à cette calculatrice de faire le travail et que j'allais finalement pas apprendre à faire des calculs mathématiques. Oui. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce que dans les années 90 et plus tard, il y a des scientifiques qui ont regardé, et vous pouvez faire une recherche, vous les trouverez en faisant un Google ou autre moteur de recherche. On fait des études et des travaux très rigoureux qui ont montré que non seulement les enfants qui ont eu accès à des calculatrices n'étaient pas plus idiots que les autres, il y avait même un petit avantage. Parce qu'ils pouvaient aussi, au-delà de juste faire la partie mécanique de faire des calculs, et réfléchir à la logique et à d'autres aspects derrière ces calculs et pas seulement la façon mécanique de faire les calculs. C'est donc un catalyseur, en fait, pour eux. C'est un catalyseur et ça, comme l'esprit, en fait, en tout cas, dans les jeunes âges, on a un temps limité, on a une capacité limitée à dépenser, à faire des choses, et qu'il y a que 24 heures par jour. Donc, si on peut gagner un peu de temps quelque part, on peut le compenser et l'utiliser de meilleure façon quelque part d'autre. Dites-moi, professeur Ebrahimi, l'intelligence artificielle bouscule déjà beaucoup de choses et va assurément, je mets l'accent là-dessus, mais je veux vous entendre, assurément amener des pertes d'emplois, des métiers qui vont disparaître, le chamboulement qui est annoncé, c'est pas une hérésie, c'est réel. Oui, c'est réel. Il y a des études qui disent qu'il va y avoir des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous savez, le World Wide Web, l'Internet en général, a fait disparaître pas mal de travail, pas mal de boulot. On va plus maintenant, quand on veut aller voyager quelque part, on va sur Internet. On va plus dans une agence de voyage et pour demander des choses. Et le monde financier, le monde bancaire a beaucoup changé. Maintenant, on ne fait plus les choses. Et puis tous ceux qui étaient derrière, qui avaient appris le métier à l'ancienne façon, ont soit perdu leur boulot, soit ont dû se réadapter et soit faire le même travail avec les nouveaux outils, soit changer de métier. Et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Je suis quelqu'un d'optimiste, mais j'espère aussi réaliste, et je ne nie pas, et je crois que c'est vrai, il y aura des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître, mais j'espère que ces centaines de millions d'emplois vont être remplacés par encore plus d'emplois qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas quel est l'intitulé du job, mais il y a de nouveaux types de jobs qui vont apparaître et qui vont espérons-le, compenser la perte des anciens jobs. Donc, il y aurait des emplois, dans le fond, qui vont apparaître, comme vous dites, qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui, parce qu'ils vont être nécessaires avec le déploiement des possibilités de l'intelligence artificielle et autres. Absolument. Et d'ailleurs, l'exemple existe déjà aujourd'hui avec les technologies comme les réseaux sociaux. On a des métiers comme influenceur, par exemple, ça n'existe pas. Et puis, franchement, entre nous, s'il y a 20 ans, quelqu'un me disait il y a des gens qui font des dizaines de millions de dollars par mois en influençant et en juste disant qu'est-ce que je porte, il y a des marques qui leur payent, etc. J'allais dire, sauf si c'est vraiment des acteurs et des gens très publics, j'allais pas croire. Mais en fait, il
il y a ce genre de métier maintenant. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, mais qui il y a 10 ans déjà, je parle même pas de plus loin, n'existaient même pas et que maintenant ça commence à apparaître. Dites-moi, est-ce que le déploiement et le développement de l'intelligence artificielle se font dans un certain ordre logique ou si c'est plutôt le Far West quand on regarde la planète et le développement? Bon, il y a un peu de deux, n'est-ce pas? Donc, malheureusement, la planète n'est pas sous une gouvernance unique. Mhm. Heureusement, même on pourrait dire, des fois. Donc, ce qui fait que, bon, dépendant des cultures, des lieux géographiques, l'historique des gens, les choses sont pas vues forcément de la même façon. Il y a un petit peu de Far West, c'est vrai, euh, dans l'intelligence artificielle et l'avenir et les travaux autour de l'intelligence artificielle par rapport à l'endroit d'où c'est en train de se faire. Est-ce que vous pensez que les gouvernements, honnêtement, sont dépassés? Plusieurs gouvernements sont dépassés parce qu'on parle beaucoup des États-Unis et de la Chine comme étant des leaders, mais au Canada, bon, je regarde le Royaume-Uni aussi, on commence à vouloir mettre des règles. Fait que je me demandais, est-ce qu'à votre avis, présentement, ça va trop vite pour les gouvernants? Oui, malheureusement, toute technologie de l'information va beaucoup trop vite. Mais dans le cas de l'intelligence artificielle, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène, vous avez dit, donc on est un peu dépassé, pas seulement les gouvernements, mais un peu partout. Tout le monde est un peu Oui. dépassé, ça va beaucoup trop vite. Et de l'autre côté, il y a un deuxième phénomène qu'il ne faut pas oublier. Le problème est extrêmement complexe. Donc on peut pas trouver une solution très simple, très rapide, et puis voilà, c'est réglé, et puis maintenant on peut penser à autre chose. Donc la combinaison entre ces deux phénomènes, d'un côté, tout va trop vite, beaucoup plus vite que ce qu'il faut, et on n'a pas le temps vraiment de s'adapter, et le fait que le problème devient très complexe, extrêmement complexe, et trouver une solution rapide n'est pas possible. Est-ce que selon vous, parce que vous êtes chercheur puis vous êtes scientifique, est-ce que vous pensez qu'on doit laisser les équipes de chercheurs le plus libre possible ou si ça prend un cadre un petit peu plus contraignant? Oui, vous savez, c'est pas seulement dans l'intelligence artificielle, on peut pas laisser les gens libres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc moi, je suis quelqu'un de très ouvert, hein, donc je suis pas en train de dire il faut devenir trop contraignant, mais l'autre extrême de dire ah non, mais vous faites tout ce que vous voulez, c'est pas correct non plus. Donc il y a un juste milieu qu'il faut trouver. Et je reconnais que c'est pas facile de trouver ce juste milieu, mais le monde et le monde scientifique surtout ne peut pas ne pas penser à des conséquences des développements que les scientifiques font Mhm. et passent au-delà de la science, l'aspect sociétal, l'impact légal, l'impact éthique, etc. Mais de l'autre côté, si on met trop de barrières, si on met trop d'obstacles, ça va pas non plus parce qu'après c'est l'avancée technologique qui va dans certains endroits parce que vous avez dit partout dans le monde, c'est pas les mêmes choses, pas les mêmes visions de la chose. Donc il y aura ceux qui vont aller beaucoup trop vite, peut-être sans vraiment considérer des choses importantes au-delà de la technologie, et d'autres qui sont devant cet obstacle parce que le gouvernement ou la société dans laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'aller assez vite et qui seront toujours derrière. Et ceux Mhm. qui regardent pas et qui vont trop vite sans réfléchir. J'en ai parlé il y a quelques instants. On entend beaucoup parler de la Chine et des États-Unis. Je ferai une différence selon ce que je lis, mais je pense qu'avec vous, je vais avoir une meilleure explication. Aux États-Unis, on dit que c'est les grandes compagnies privées qui sont extrêmement riches, qui mènent le bal, qui ont le pouvoir de financer et de pousser l'intelligence artificielle, alors qu'en Chine, on sait comment ça fonctionne. L'autocratie et les moyens immenses font que certains ont peur parce qu'on dit on ne sait jamais trop comment la Chine gère ces choses, il y a beaucoup de secrets. Donc, est-ce que, si on prend ça en général, on prend les États-Unis et la Chine, est-ce que quand même l'intelligence artificielle, à vos yeux, se développe avec à peu près les mêmes paradigmes, peu importe qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, il y a la Chine, c'est vrai. C'est une gouvernance, c'est un pays qui aime bien tout contrôler, Mhm. Oui. de par la culture, le gouvernement et la façon de gérer les affaires chez eux là-bas.
Et vous avez raison, aux États-Unis, c'est plutôt libre, un peu plus grande liberté. En tout cas, l'influence du gouvernement est moins et le jeu est beaucoup plus agressivement mené par des sociétés privées. Mais si on regarde dans les deux cas, donc aussi bien les Chinois que des Américains, on voit qu'il y a une course à l'armement de deux façons différentes. Donc, dans l'Amérique du Nord en général, mais surtout aux États-Unis, c'est surtout les sociétés privées qui mettent des moyens incroyables pour avancer. Et en Chine, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui donne des sommes vraiment incroyables, de même ordre de grandeur, et qui essaye de fédérer même pas seulement les entreprises privées, si on peut les appeler comme ça en Chine, mais aussi tout le monde académique, les centres de recherche, etc., autour des projets qu'ils appellent nationaux, et qui visent à amener la Chine en premier rang mondial. Alors, dans l'intelligence artificielle, c'est certainement le cas, mais il y en a d'autres. Il y a aussi dans quantum computing aussi, il y a pas mal de choses qui se fait. On en parle beaucoup, donc tout ce qui est l'intégration des circuits intégrés, électronique, microélectronique, nanoélectronique aussi, c'est exactement la même chose. Donc il y a vraiment une véritable guerre d'influence et de suprématie qui se joue à l'est comme à l'ouest. Oui. Et puis c'est vrai que moi je suis en plein centre de l'Europe, donc l'Europe est un peu, c'est vrai, derrière, mais pour des différentes raisons qu'on va pas approcher pour le temps qu'on n'a pas, à cause du temps qu'on n'a pas, mais c'est vrai, mais quelque part, je dirais que l'Europe est un peu un observateur de cette guerre de suprématie qui se passe, et puis essaye tant bien que mal tirer son épingle de ce jeu en définissant justement des règles, des lois, ce qu'ils appellent des EU AI Act. Donc c'est des guides qui sont en train de mettre en place pour pouvoir gérer tant bien que mal ce progrès et avant que ça sorte de contrôle de tout le monde. Dites-moi, professeur Ebrahimi, je vous entends, puis j'essaie je vois les Google de ce monde, les Apple, les compagnies Amazon qui mettent des milliards et des milliards. Est-ce que eux vont être portés à développer leur propre, entre guillemets, je le dis comme ça, là, néophyte que je suis, leur propre chat GPT, leur propre plateforme, parce qu'ils veulent avoir une certaine pérennité, avoir un certain pouvoir sur les milliards qu'ils ont mis, retrouver chez eux, dans leur propriété, une partie de ce qu'ils auront développé avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être possible ou ça va être plutôt le free-for-all mondial, puis tout le monde développe la même chose? J'essaie de voir qu'est-ce qui s'en vient. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais en fait, il y a un mélange entre les deux. Okay. Donc, il y a pas mal de travaux qui sont en accès libre. Donc, on appelle ça open source. Oui. Dans l'accès libre, et puis dans le monde scientifique aussi, beaucoup de scientifiques qui publient librement. Donc, en fait, on garde rien au secret. Et si c'était pas pour ça, on n'allait pas avoir cette avancée fulgurante de l'intelligence artificielle. Vous savez, vous serez étonné de savoir que OpenAI, donc l'entreprise qui a 50% presque maintenant, aussi comme actionnaire, appartient à Microsoft, a une des technologies clés qu'on appelle Transformer, vient de Google. En fait, Google, il y a quelques années, ils ont publié en 2014, sauf erreur,
une publication scientifique dans laquelle ils ont proposé un concept qui est utilisé dans ChatGPT aujourd'hui. Et le T de ChatGPT, justement, c'est le transfert. Donc, si ça allait pas se passer, si Google, par exemple, n'avait pas publié. Maintenant, Google commence à avoir des doutes en disant, ah ben, est-ce qu'il faut tout publier? Peut-être on va garder ça. Donc, évidemment, il y en a qui le font. Même OpenAI, le nom OpenAI était choisi parce que tout ce qu'ils voulaient faire devait être libre, accès libre, etc. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a 1 an et demi, tout ce qu'ils faisaient était libre. Mais après, ils ont décidé que le Open de OpenAI, bon, c'était pas open, c'était pas ouvert au monde. Peut-être c'était pour d'autres choses. Ils ont gardé le nom, mais pas l'esprit. Et donc, on voit à la fois des gens qui poussent, donc il y a des entreprises comme Meta, Facebook, qui poussent pour des solutions basées sur l'intelligence artificielle, avec tout accessible à tout le monde, si ce n'est pour essayer d'aller en avant plus vite et essayer aussi de découvrir des problèmes aussi rapidement possible et des solutions pour ces problèmes. Et il y en a d'autres pour des raisons différentes, souvent commerciales, disent non, on va garder une partie pour nous-mêmes. Alors c'est vrai, peut-être qu'ils auraient la possibilité d'aller plus loin que les autres, c'est même pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si ils partagent pas leur connaissance avec leur pairs, il peut y avoir des problèmes qui vont surgir plus tard. Et on ne saura pas. En fait, c'est ça, à mon avis, le véritable danger qu'on regarde. On a un peu un mélange des deux. Il y a des plateformes qui sont complètement libres, complètement, vraiment open access, et d'autres qui le sont de moins en moins. Maintenant, c'est les deux approches. Et des fois, c'est deux approches qui se complètent et des fois, deux approches qui se contredisent. Mais personne ne saura la réponse, mais dans d'autres domaines, par exemple, domaine de sécurité, vous savez, dans le cryptographie, et on n'a jamais gardé les algorithmes de cryptage secrets. La raison, c'est qu'un mathématicien qui s'appelait Kerckhoff, il a postulé que si on veut crypter des données, des informations, la meilleure façon, c'est de garder l'algorithme libre et trouver d'autres moyens, comme un password, un numéro de PIN, etc., pour avoir le secret. Et il y en a qui ont pas suivi ce principe. Et c'est des gens qui font partie de ceux qui ont eu des surprises parce que leurs méthodes de cryptage ont été cassées plus tard. Et ceux qui ont laissé leur technique de cryptage à libre accès, ils ont permis au monde entier, aux spécialistes, au monde entier de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Et s'il y avait des faiblesses, s'il y avait des défauts, etc., ils pouvaient les communiquer. Donc, avant que vraiment le produit ou la solution sorte, ils donnaient la possibilité aux gens de regarder et tout le monde était gagnant, finalement. Donc, je pense que dans le monde de l'intelligence artificielle, il faut absolument cette dimension de l'ouverture et malheureusement, de l'autre côté, il y a cette pression économique qui fait que certaines compagnies privées préfèrent ne pas partager parce qu'ils pensent que en partageant cette information, leurs concurrents auront les mêmes avantages qu'eux, mais c'est vraiment à court terme. C'est une vision à court terme. C'est très clair ce que vous avez dit, parce que dans le fond, quelqu'un qui déciderait de se refermer en disant « What's in it for me? C'est mon argent, je laisse fermer », très rapidement va être dépassé par les évolutions que lui auxquelles il n'aura plus accès. Tout à fait. Vous savez, on dit ce n'est pas important combien vous êtes grand, le reste du monde est encore plus grand. Dites-moi, cas de figure pour vous, professeur Ebrahimi, si je donne volontairement à l'intelligence artificielle des informations fausses, est-ce qu'elle va nécessairement répandre ces données impertinentes ou va être capable de saisir que c'est faux?
Oui, c'est un des défauts d'ailleurs, fondamental de OK. paradigme actuel. Le paradigme actuel l'intelligence artificielle, c'est sur l'apprentissage. Donc, l'intelligence artificielle a besoin des données, mais ça doit être des données de qualité. Ça peut être n'importe quoi. En anglais, on dit junk in, junk out, garbage in, garbage out. Donc, c'est comme un être humain. Si on éduque un être humain avec des fausses informations, ben, le résultat serait forcément pas la même que si on donne à la personne d'informations de qualité. Et c'est si important, la qualité des données, c'est si important qu'il y a même des normes internationales et dans le domaine de l'intelligence artificielle qui sont en train de voir le jour par ISO, qui est l'Organisation internationale des normes, pour définir quels sont les critères de l'intelligence, de données dans l'intelligence artificielle qui sont de qualité. OK. Ça va être. Il va falloir que ça soit suivi, mais c'est un pas vers une régulation complète, mais vers une assurance d'avoir des informations qui sont pertinentes. Dans le fond, c'est ça? Oui, alors, vous savez, il y a 3 niveaux. Je crois que je pourrais rapidement Allez-y. parler de ça avec vous. Il y a 3 niveaux quand on parle de régulation. Donc, il y a régulation. Donc, régulation, c'est, par exemple, tel ou tel Parlement décide qu'il y a telle ou telle règle et que, par exemple, vous ne pouvez pas avoir des voitures qui produisent plus de CO2 qu'un certain limite. Mm-hmm. Mais il y a 2 autres aspects. Donc, quand on a des législations et des règles et des lois, et ces lois et ces législations, souvent, se basent sur des normes. Et ces normes, par exemple, sont des normes qui existent, des standards qui existent pour justement définir et calculer les critères que la loi vous donne. Donc, si je reviens à des voitures polluantes, donc vous savez, à construire une voiture, d'ailleurs, il y en a eu, ils peuvent dire, ah, mais nous, on a testé, c'est bon. On a utilisé tel ou tel test, mais en fait, peut-être c'est pas le bon test. Donc, il faut qu'il y ait des normes. Et que les lois souvent, les législations souvent, se basent sur des normes, en disant, vous devez, si vous êtes une voiture, si vous êtes à construire une voiture, vous devez faire des moteurs qui n'ont pas qui génèrent pas plus que telle ou telle valeur de CO2, et puis il faut le mesurer de telle ou telle façon. Et puis entre les normes et entre les législations, il y a encore un troisième élément, c'est la certification. Vous savez, parce que tout le monde pourra dire, ben, j'ai essayé, je suis désolé, je me suis trompé. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi les certifications. Et dans l'intelligence artificielle aussi, il faut des certifications, au moins dans certains cas de figure où il y a des tâches vraiment critiques qui peuvent faire du mal, nuire aux personnes ou aux objets Oui. de valeur. Dans ce cas-là, on a les législations qui disent, bah, là c'est le cadre, les normes qui disent comment vous pouvez mesurer si vous êtes dans le cadre ou pas, et il faut soit vous-même, on appelle ça certification, self-certification, donc personnel, soit un tierce partie qui va certifier que vous avez effectivement rempli les conditions pour que la loi vous donne. Et ça, de nouveau, c'est pas nouveau dans l'intelligence artificielle. Vous prenez n'importe quel appareil électrique, que ça soit au niveau de consommation électrique, ou ça soit au niveau de irradiation, etc. Il y a des normes et vous voyez des labels. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est qu'au Canada, mais je suis sûr qu'il y a un label au Canada pour des appareils électriques. Oui. Et que c'est pas possible de vendre un appareil électrique au Canada si vous n'avez pas ce label. Ce label, c'est le résultat d'une longue histoire. Donc il y a eu une loi, et puis après il y a des normes, et il y a des gens qui ont le droit de donner ces labels et qui suivent les normes et qui certifient qu'effectivement le cadre légal a été rempli.
Dites-moi, professeur Ebrahimi, j'ai entendu dire que, ça fait drôle comment c'est de même, c'est pas très scientifique, mais on disait que pour l'intelligence artificielle, en même temps qu'on travaille les avancées, on travaille également les moyens de s'assurer que le public soit protégé d'usurpation, de détournement d'intérêt, qui aurait possiblement, éventuellement, par exemple, pour des photos, des warnings, des pastilles qui diraient « cette photo est authentique, n'a pas été trafiquée ». Est-ce que vous pensez que les grands veulent s'assurer d'avoir une certaine crédibilité de l'information? Bon, vous savez, personne profite de chaos total. Donc, je crois que quelque part, que ce soit les grandes sociétés qui veulent surtout amener des retours sur investissement à leurs investisseurs, que ce soit les lobbies et le pouvoir public, c'est dans l'intérêt de tout le monde de mettre quand même un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, vous avez raison. Donc, comme on peut maintenant fier à des machines, des tâches qu'autrefois on fiait on confiait à des spécialistes ou à des artistes qui connaissaient comment faire des choses. Un des domaines, malheureusement, d'abus de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut créer des données fausses, un peu comme un faussaire, faire des photos, ou des vidéos, ou des audios, et faire dire ou mettre les gens dans des situations peu convenables et soit l'utiliser pour frauder, soit l'utiliser pour atteindre à leur intégrité. Et donc ça, on peut le faire. Alors, c'est pas qu'on pouvait pas le faire avant. Avant, ça demandait beaucoup de moyens. Il fallait trouver la bonne personne, il fallait trouver les bons moyens, et puis il fallait trouver le moyen de distribuer ce qu'on avait créé à large échelle. Maintenant, Internet a résolu le problème de distribution, les réseaux sociaux aussi, et puis l'intelligence artificielle avec le open source résout aussi le problème. Il faut trouver un bon faussaire. C'est l'intelligence artificielle qui va vous le faire. Et cette intelligence artificielle a appris comme un faussaire, avec l'apprentissage de faire des choses qui sont très croyables, mais qui restent quand même fausses. Maintenant, c'est vrai, partout dans le monde. Donc, vous avez parlé de Chine en Chine, vous avez parlé des États-Unis aux États-Unis, et en Europe, tout le monde cherche à informer le public et tous ceux qui accèdent les données générées par l'intelligence artificielle, de savoir que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Maintenant, on simplifie un petit peu, je crois souvent. C'est pas uniquement une question si c'est généré par l'intelligence artificielle ou pas. En fait, il y a beaucoup de choses. Vous prenez votre téléphone aujourd'hui, les téléphones de dernière génération ont toujours un processeur neuromorphique qui est presque comme l'intelligence artificielle et qui aide, par exemple, à améliorer la qualité des photos que vous prenez. Donc là, il y a déjà l'intelligence artificielle qui est en train d'utiliser. Alors, vous ne pouvez pas parler et dire « je vais marquer tout ce qui a été généré, soit entièrement, soit partiellement par l'intelligence artificielle ». Non, je comprends. Si vous le faites, il faut tout marquer. Ouais. Alors, en plus de marquer, il faut aussi dire quel est l'historique. On parle de provenance. C'est-à-dire, quand est-ce que ça a été créé? Quel a été le chemin entre la création jusqu'à l'accès par une quelconque partie à ces informations, tout en gardant quand même la sphère privée des gens protégés. Donc pas dire qui l'a fait, mais dire qu'est-ce qui a été fait, sans dire qui l'a fait. Et ce genre de choses, il y a des normes qui se mettent en place. Comme je suis impliqué dans JPEG, je peux vous dire JPEG en été 2024 aura une norme qui s'appelle JPEG Trust, donc justement confiance, qui va donner les outils nécessaires, les syntaxes, informations nécessaires pour qu'au moins dans le cas des images et des vidéos, quand quelqu'un accède à une image et une vidéo, non seulement cette personne pourra savoir quelle est la provenance de la chose, oui. Mais après, cette personne pourra, en se basant sur cette information, décider s'ils veulent
utiliser l'information, consommer l'information ou pas. Mais vous savez, c'est pas forcément parce que quelque chose a été généré par l'intelligence artificielle et que c'est synthétisé et que c'est pas vraiment vrai, que c'est mauvais. Dans les films de Hollywood, beaucoup de spéciaux, c'est créé comme ça nous amuse, mais on pose pas des questions. On sait très bien que beaucoup de scènes qu'on voit, des extraterrestres et tout ça dans des films, bon, c'est inventé, c'est une histoire. Ça fait partie de la chose. Et alors, il faut extraire de ce genre de contexte et de mettre cette information et informer tout le monde dans tous les contextes qu'on peut imaginer quelle est la provenance des contenus. OK. Un peu comme une signature numérique. OK, je comprends. Dites-moi, on parle on n'est pas loin du sujet, mais je voulais vous poser la question. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait, professeur Ebrahimi, s'imposer et prétendre avoir des droits d'auteur si elle modifie des créations pour en créer d'autres qui sont tout à fait nouvelles? Oh, vous mettez le doigt sur un problème très, très important. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle dans le paradigme actuel a besoin des données et ces données viennent des êtres humains. Alors, certaines de ces données ont des droits d'auteur. Les livres, les articles, les journaux pour le texte, les photographies pour les photos, etc. Donc, malheureusement, aujourd'hui, la plupart, même les grosses entreprises comme OpenAI et autres, et Midjourney pour ne pas donner des noms, ont utilisé un petit peu à la va-vite, à sauvage, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils ont entraîné leur intelligence, leur plateforme d'intelligence artificielle avec ça. Donc déjà, première question, c'est quand on utilise les données qui ont des copyrights, est-ce que le résultat peut être utilisé sans autre et sans donner un retour sur investissement sous forme de licence, autorisation, etc., à ceux à partir desquels on a entraîné le système. Donc là, c'est une des questions. Donc la question de licence. Et comment identifier alors à qui il faut donner la licence, qu'est-ce qui a été utilisé quand on voit une photo qui est générée par DALL-E. Deuxième question, et là, il y a des réponses qui commencent à apparaître, c'est si l'intelligence artificielle crée quelque chose, est-ce qu'il y a un droit d'auteur? La réponse à la deuxième, dans beaucoup de cas, c'est non. Alors, si la machine crée des contenus, que ce soit sous forme de texte, que ce soit sous forme d'images, audio, etc., le résultat, actuellement, dans la plupart des pays du monde, le résultat ne peut pas avoir un droit d'auteur. Pourquoi? Parce qu'on dit droit d'auteur, c'est quelque chose qui est centré sur l'homme, donc l'humain. C'est quelque chose qui est... Donc, les animaux et les machines ne peuvent pas avoir le droit d'auteur. Bon, c'est clair. Parce que ce n'est pas des auteurs. OK. Ça prend la nature humaine. Dans le fond, c'est jusqu'à tant qu'on est dans le paradigme actuel, c'est l'être humain qui peut prétendre ça, seulement. Oui. Alors maintenant, il y a des gens, évidemment, qui essayent d'aller et pousser un peu plus loin, et ils disent... Vous savez, dans le paradigme actuel ChatGPT, il y a un être humain quand même qui est derrière. ChatGPT ne va pas créer quelque chose depuis rien. Il y a quelqu'un derrière, on appelle ça prompting, qui lui décrit quelque chose, qui lui demande quelque chose, et que le résultat après sort. Et il y a ces êtres humains, ils disent « Ah oui, mais c'est pas évident. » Vous savez, il y a des bases de données, vous pouvez accéder sur Internet, qui vous disent quels sont les meilleurs mots à utiliser pour avoir des photos qui seraient plus réalistes ou qui aura des couleurs de peau et des textures de peau qui seraient beaucoup plus réalistes, etc. Donc c'est pas évident. Donc on pourrait, il y a des gens qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution pour l'instant, il y a des gens qui disent oui, mais peut-être qu'on n'a pas le droit d'auteur sur le résultat final, mais c'est le prompt. Et celui qui a créé le prompt a droit d'auteur sur le prompt. Dès que par définition, donc le résultat qui sort de l'autre côté aussi. Et donc les choses sont un peu plus complexes que ça a l'air. Donc c'est pas noir et blanc.
Ma dernière question pour vous, je ne veux pas abuser de votre temps, mais c'est tout à fait fascinant de vous entendre. Je veux parler de la santé parce qu'il me semble que l'intelligence artificielle a beaucoup, beaucoup fait progresser la santé et a le potentiel d'en faire encore plus. Est-ce que vous aussi, voyez-vous, pour l'être humain, les avancées de la santé par les performances de l'intelligence artificielle comme quelque chose de très, très prometteur? Oui, c'est très prometteur, vous avez raison, il y a pas mal d'avancées, Oui. surtout pour les diagnostics. Donc, vous savez, les êtres humains, ben, on peut se tromper et puis on devient Mhm. fatigué aussi. Les médecins souvent sont surchargés. Alors, si on peut déléguer une partie de leurs tâches à l'intelligence artificielle, tout en gardant en esprit que c'est le médecin qui a finalement doit prendre la décision, quel diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., il y aura des avancées. Mais l'intelligence artificielle toute seule, où il y aura un site web et puis on demande, écoutez, je tousse et puis j'ai mal à la tête et puis qu'est-ce que envoyez-moi une ordonnance. Ça va pas arriver parce que justement, et c'est un petit peu comme la discussion nous avons eue sur le copyright. Oui. Et n'importe qui peut pas donner une Non, non, non. ordonnance. Il y a comme une responsabilité. Oui. Donc il y a qu'un médecin qui a été approuvé par des procédures qui sont propres à chaque pays et qui a le droit de prescrire, par exemple, des médicaments à quelqu'un. Alors l'intelligence artificielle ne va pas directement le faire euh, aux particuliers, aux patients, mais ce sera de nouveau un outil qui va aider à décharger les médecins pour que les médecins non seulement puissent faire des avis un peu plus avisés, avec plus d'informations, etc. Mais avec l'aide, vous savez, ça devient presque comme une assistante intelligente, mais que finalement, Mhm. c'est le patron qui décide. Mais pour le Et partage de l'information, des recherches, des découvertes, c'est fantastique, par exemple. Ça va plus vite oui, et... oui, Hein? oui, alors il y a eu des études, par exemple sur le diagnostic à travers des RNI ou des X-ray, Hein? et effectivement, le diagnostic à travers certains types d'intelligence artificielle a dépassé la moyenne. Il y a même des examens pour devenir médecin qui ont été donnés à des intelligences artificielles, je suis sûr que vous avez entendu, et que l'intelligence artificielle aujourd'hui, par du ChatGPT et autres, commence à faire assez bien. Donc, pas forcément le numéro un, mais dans la première moitié, pas de la deuxième moitié de ceux qui peuvent devenir médecins. Mais en même temps, on va être content d'avoir un médecin qui nous reçoit pour nous parler plutôt qu'un robot, mettons, si on a à choisir. Pensez-vous, M. Ibrahimi? Tout à fait. Mais vous savez, ça ne va pas être justement. Non, non. Je pense, donc il y a deux choses qu'il faut quand même préciser. Premièrement, c'est que de toute façon, au niveau légal, une machine ne peut Hum. pas donner Je- d'ordonnances ou des opinions, etc. Donc ça juste. doit passer à travers un humain. Mhm. Donc là, c'est. Et le deuxièmement, ça va pas être vraiment forcément un robot. Vous savez, Mais non. il y a des gens qui font des diagnostics à travers la vidéo. Des communications vidéo, et puis Mhm. vous pouvez parfaitement imaginer une vidéo de quelqu'un qui va vous regarder, qui va vous parler, mais en fait, cette personne n'existe même pas, et que c'est quelqu'un qui va juste discuter avec vous, et que vous pensez que c'est quelqu'un de l'autre côté, et que c'est pas le cas. Donc, l'interface, et c'est ça la force. Alors, s'il y a une force qui est indéniable de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que l'interface entre l'homme et machine a fait un progrès énorme. Aujourd'hui, on peut converser, et plus le temps passe, mieux on peut le faire, on peut converser avec des machines de manière très naturelle. Jusqu'à maintenant, il fallait pratiquement apprendre le langage des machines pour pouvoir communiquer avec des machines. L'intelligence artificielle permet aux machines d'apprendre le langage de l'homme pour pouvoir euh, euh, communiquer avec des humains dans leur langage et pas dans le langage des machines.
On va peut-être pouvoir parler 15-20 langues bientôt, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Oui, c'est juste, c'est juste. On va se souhaiter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle année 2024. Merci, professeur Ebrahimi, pour votre talent et vos connaissances. Ça a été tout à fait ravissant de vous entendre. Ben, c'était un plaisir de discuter. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Alors, le professeur Ebrahimi est spécialiste en traitement multimédia et intelligence artificielle.